Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 3e numéro des soirées débats proposées par Family Phone comme à la maison. Nous sommes en effet réunis dans le salon d'une famille des Yvelines, tous les 4, et qui accueille chaleureusement chacun de nos rendez-vous. Nous avons déjà parlé des parents, des pères et mères. Aujourd'hui, nous allons parler des grands-parents. Ces débats qui sont proposés par Family Phone, vous le savez, un service d'écoute proposé par le diocèse de Versailles pour orienter les parents en difficulté dans leurs relations familiales ou affectives. Toute l'année est placée sous le signe de cette lettre du pape François à Maurice Laetitia, la joie de l'amour. Nous allons donc défricher, dans nos vies, le moyen d'aimer plus, d'aimer mieux notre entourage, nos proches, nos enfants, nos parents et tous ceux qui nous entourent. Nous allons parler aujourd'hui des grands-parents avec mes invités. Comment trouver la juste place, sa place de grands-parents dans sa famille? Comment parler aux jeunes? Comment se mettre à leur diapason sans les envahir, bien sûr? Comment franchir le gap culturel phénoménal, unique, qui existe désormais entre ces deux générations que tout oppose en apparence, rassurez-vous? Comment se mettre à leur écoute, attentivement, leur prodiguer les conseils et les fruits d'une longue expérience? Mes invités vont nous aider à y répondre et à y voir plus clair. Alors je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Agnès Charlemagne. Bonjour. Bonjour. Vous avez été longtemps adjointe à la pastorale scolaire à Marseille. Vous y avez développé une méthode pour les adolescents, pour les jeunes, une méthode de développement personnel, c'est ça, on pourrait dire? Non, d'éveil spirituel. D'éveil spirituel. Ça aussi, c'est un job qui incombe aux grands-parents de favoriser l'éveil spirituel des jeunes générations? Ah oui, absolument. Les parents sont pris dans le courant et dans l'agitation. Les grands-parents ont l'écoute et l'oreille et ils sont là et ils rebondissent au vol sur le questionnement de l'enfant. Avec le grand-parent, l'enfant a le temps. Vous avez vécu 15 ans aux Pays-Bas, oui. D'où vous avez rapporté un certain nombre justement de méthodes d'intuition, on peut dire, c'est ça? J'ai 3 enfants qui ont grandi aux Pays-Bas, à Amsterdam, avec la méthode Montessori, proche de Montessori. En tant que mère française, moi j'étais paniquée, vraiment paniquée. Pas de cadre, pas de contenu, pas de notes, pas de direction. Oui. Les enfants étaient respectés dans leur rythme, mais tellement respectés que mes jumeaux n'étaient pas du tout au même rythme. En tant que jumeaux et moi leur mère, j'étais inquiète. Et j'ai compris en arrivant en France à quel point ils avaient mûri et ils étaient responsables, autonomes, tournés vers les autres, paisibles. Je me suis dit, mais pourquoi je n'appliquerais pas tout ce que j'ai compris a posteriori de ce qu'ils ont vécu pour transmettre la foi? Bien sûr. Et le fruit de votre expérience, on peut le retrouver dans vos ouvrages. Le dernier, Je t'écoute. Il est ici, paru aux éditions Créer, proposé par Bayard. Je t'écoute, préfacé par Adrien Candiard, remarquable auteur. Et comment parler de spiritualité avec les adolescents, Thierry Bizot, encore un très bon préfacier. Les ateliers, 30 rencontres d'éveil spirituel avec les adolescents. Bien sûr, je précise que vous retrouverez toutes les références de ces ouvrages et de celui de mon autre invité qui est avec nous, Yves Durand, sur le site de Family Phone et bien sûr en description de cette vidéo sur YouTube. Et Théo, c'est votre premier. Voilà. On va en reparler bien sûr. Yves Durand, puisque je parlais de vous il y a un instant, je vous présente à votre tour. Ancien journaliste à La Croix, auteur de 7 ouvrages, Grand-père débutant, un ouvrage super sympa. Franchement, ça donne envie, hein. Ça donne envie d'y être. Un très très bon bouquin, paru aux éditions First. Et vous êtes le grand-père de 5 petits-enfants. 10 petits-enfants. Faut que je me mette à jour. Lors de la 2e édition, nous n'avions que 5 petits-enfants. Et la 3e édition vient de paraître, là, au printemps. Et nous avons aujourd'hui 10 petits-enfants. Et j'espère que ce n'est pas fini. Et que ça va continuer. J'ai dû m'arrêter à la 4e de couverture de l'édition précédente. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Selon vous, Yves, en un mot, les grands-parents, allez, leur responsabilité numéro 1. Être disponible à leurs petits-enfants. Et disponible, ça ne veut pas dire en présence, mais être disponible en pensée, en écoute, beaucoup en écoute. Et à côté de vous, Eliane de Fougeroux. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes là au titre de vos activités aux AFC, les associations familiales catholiques, et notamment
de ce qu'on appelle les chantiers éducation, que l'on peut trouver dans toute la France, mais là de chantiers éducation bien spécifiques, puisque ce sont les chantiers éducation grand-mère. C'est le même fonctionnement que les chantiers éducation maman. Oui. Et en fait, quand je me suis retrouvée grand-mère, je me suis retrouvée avec beaucoup de témoignages de grand-mères assez perdues par rapport au monde dans lequel nous vivons. Parce que les références que nous avions quand nous étions mamans, avec nos grands-mères, n'ont plus strictement rien à voir par le monde qui change et avec des basculements qui sont énormes pour nos familles, énormes. Donc voilà, avec des enfants qui se marient dans des pays avec des personnes différentes, d'obédiences différentes, d'origines différentes, avec des familles croyantes, des familles non croyantes, avec des milieux totalement différents pour certains. Et donc, du coup, les références ne sont plus les mêmes. Oui. Le monde évolue très vite. Les mamans, maintenant, travaillent toutes, ce qui n'était pas le cas à notre génération, à nous. Et puis, les références éducatives ne sont plus du tout les mêmes. Et donc, je me suis retrouvée devant des mamans qui passaient leur temps à me dire, mais en fait, on passe notre temps en tant que grand-mère à se taire et à se réfréner, voilà, et ne plus être nous-mêmes. Parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Parce qu'on a peur de dire une bêtise. Et parce qu'on a peur. Ouais. Et puis parce que maintenant, les jeunes ménages peuvent partir ailleurs que chez vous. Ils peuvent louer, ils peuvent... Et puis, voilà, les femmes travaillent, elles ont une toute autre façon de fonctionner avec leurs parents, avec leurs beaux-parents et avec tous ceux qui sont autour d'eux. Et voilà. Donc, les références ne sont plus du tout les mêmes. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrive à réfléchir sur ce sujet-là. Voilà. Et pourtant, on va donner quelques chiffres tout de suite pour prouver que les grands-parents sont un réservoir presque infini de bienveillance, de temps, de sous, quand il y en a besoin. C'est vrai, ça compte aussi. C'est des sondages que m'ont communiqué Isabelle et Zoé, que je salue, et qui m'ont aidé à préparer cette émission. Les grands-parents accueillent en moyenne 22 jours par an leurs petits-enfants. C'est énorme. C'est énorme. Ça vous paraît une donnée juste? Ça me paraît d'autant plus énorme que si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des grands-parents qui en accueillent. On en connaît qui en font beaucoup moins, mais on ne donnera pas les noms. 22 jours, c'est beaucoup. Oui, j'avoue que je n'ai jamais comptabilisé le nombre de jours auxquels mes enfants, les uns ou les autres, parce qu'on n'a jamais 10 petits-enfants en même temps chez soi pendant 22 jours. Mais peut-être que ça atteint 22 jours, je pense même que ça doit le dépasser. Oui. Mais je connais des grands-parents parmi mes amis qui accueillent leurs petits-enfants tous les mardis soirs jusqu'au mercredi soir et qui rebelotent le week-end finalement. Donc on arrive facilement effectivement à 22 jours. Mes petits-enfants n'habitent pas ma région. Enfin sur les 10, il n'y en a que 2 qui sont presque voisins. Sinon les 8 autres, je les vois aux vacances scolaires ou quand je me déplace, mais ce n'est pas en continu. Ouais. C'est d'autant plus remarquable que les grands-parents d'aujourd'hui ne sont pas toujours inactifs. Bien sûr. Ils deviennent grands-parents à un âge où ils sont encore au travail, parfois pour de nombreuses années. Quelle est la moyenne d'âge ? La moyenne d'âge, on devient grand-père à 56 ans aujourd'hui et 54 pour les grands-mères. Donc effectivement, on est le plus souvent encore dans la vie active. Exactement. Et donc, si vous êtes libéral, vous en avez encore pour 20 ans, si voilà, je peux dire. Et pas encore disponible pleinement pour les petits-enfants. Ah, c'est très beau. Il y a pas mal de clichés aussi qu'il faut battre en brèche. Ils ne sont pas systématiquement sollicités, mais néanmoins, ils sont très heureux de l'être. 95% d'entre eux le disent. Alors, les grands-parents d'hier, ou l'image que l'on s'en faisait, c'est effectivement les personnes qui accueillent leurs petits-enfants et qui les embarquent un peu dans leur univers de grands-parents. Voilà. La déco est différente, le cadre culturel est différent, le programme télévisé est différent. C'est plus tellement le cas aujourd'hui, non ? Avec les grands-parents de nos jours, ils sont aussi actifs, éveillés, à la pointe des nouveautés culturelles que leurs propres enfants. En revanche, avec les petits-enfants, c'est là que ça se corse. C'est que même à 20 ans d'écart, 30 ans d'écart, aujourd'hui, les règles ne sont plus les mêmes. Alors, comment on appréhende en tant que grands-parents, et même en tant que parents, s'ils nous regardent, ces nouveaux codes culturels, Agnès Charlemagne, de la jeunesse d'aujourd'hui?
Eliane disait très justement, on est bien obligé de se taire. Et ça me fait sourire parce que le premier chapitre de Je t'écoute, c'est se taire. Et en fait, j'ai eu cette idée grâce à ma belle-mère qui m'a dit un jour, quand les enfants sont petits, on leur apprend à parler, mais quand ils sont grands, ils nous apprennent à nous taire. Bon, et je pense que se taire, ça n'est pas du tout pour être dans une répression de soi et dans une distance qui est toujours coincée et coinçante, mais c'est pour être mieux à l'écoute. Et en fait, puisque le gap est trop grand et puisque le vocabulaire a complètement changé, les références ne sont plus les mêmes, comment rebondir pour nouer une relation et établir un contact, sinon d'abord écouter. Et dans cette écoute, je pense que ce que nous avons à faire, mes grands-parents et parents, c'est saisir l'occasionnel. Ah, ce que tu viens de dire là, ça m'intéresse beaucoup. Tu peux m'en dire plus? Voilà. Et on parle, oui on parle, mais par exemple on peut dire « Ah oui, oh là là, oh, ça alors ?» Et en fait, l'enfant dira après « Ah, on a eu une super discussion. » Et au moment où l'ado dirait « Non mais laisse tomber, tu m'écoutes pas. » Finalement là, on a été tout à fait présent. Il nous a livré une partie de son univers. Et ce sont des ancrages qui font qu'ensuite, on peut rebondir. Et on peut l'emmener finalement dans le nôtre en disant « Ce que tu viens de nommer, là, moi, je le nomme autrement. Et d'ailleurs, je vais te raconter une histoire. » Et le lien s'établit. Yves, ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Mais je voudrais réagir au mot « se taire ». Ce n'est pas forcément se taire, c'est être discret et être respectueux. Et je dirais que la première occasion pour des grands-parents ou des futurs grands-parents, c'est au moment du choix du prénom du petit enfant. Et parce qu'on voit beaucoup de gens... Ne pas réagir, voilà, voilà, exactement. Et des grands-parents qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir intervenir. Je me rappelle, ma maman, moi, elle nous avait dressé des listes de prénoms qui lui auraient plu et elle pensait que ça pourrait convenir à nos futurs enfants. Paix à son âme, ma pauvre maman. Mais on voit des grands-parents pour lesquels c'est presque une occasion de dispute. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Eliane. Oui, alors moi je pensais plutôt à la relation par exemple, alors grands-parents, enfants, je suis complètement d'accord, mais par exemple, j'ai eu un exemple comme ça avec une de mes filles, entre parents et enfants quand il s'agit de l'éducation des enfants. Une de mes filles me pose la question, maman, comment ça s'est passé? Donc moi, je pense qu'on me pose vraiment la question, comment ça s'est passé? Étant ma fille, je me dis, je peux lui dire. Je n'aurais pas dit la même chose à une de mes belles-filles. Donc je lui dis, bah, écoute, ta fille, au moment c'était un petit séjour où je l'avais, elle, avec une de ses petites amies, oui. Et la petite amie en question, c'était la première fois qu'elle quittait sa maman et son papa. Donc c'était quand même pas si simple que ça pour elle. Et en fait, bah, il y a eu une petite altercation pendant tout le séjour où ma petite fille n'a pas toujours été très gentille. Et je lui dis, je veux juste te le dire, parce que pour cette petite fille, peut-être qu'elle aura peut-être pas très envie de revenir, voilà, et il faudra savoir le pourquoi. Un mois après, je revois ma fille, elle me dit, maman, j'ai quelque chose à te dire, c'est pas passé. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que je t'ai dit qui t'a pas plu? Vous m'avez dit qu'elle n'était pas gentille, et ça, je supporte pas. Moi, je fais ce que je peux dans l'éducation de mes enfants, c'est insupportable d'entendre ça. Ne dites pas ça à vos belles-filles parce qu'elles ne viendront plus en vacances chez vous. Oh, et je me dis, waouh. Et là, j'ai réfléchi et donc je me suis excusée en disant, bon, probablement que je t'ai dit quelque chose avec un manque de délicatesse réel, donc je suis désolée de t'avoir dit ça comme ça, mais pour moi, tu me posais la question. Donc moi, un devoir d'honnêteté, quoi. Oui, si moi, je ne te le dis pas en tant que maman, c'est aucune de tes copines qui te le dira. Donc, c'est juste pour t'aider. Ce n'est pas un jugement. C'est juste, tu me poses une question, je te dis ouvertement. Et je me suis dit après coup, peut-être que j'ai eu tort. La difficulté des parents et des beaux-parents et des grands-parents, je pense qu'elle se situe à ces niveaux-là. Comment aurions-nous réagi, effectivement, si notre belle-mère ou notre maman, il y a 30 ans, nous avait dit la même chose? Est-ce qu'on se serait senti visé, coupable? Voilà. Dans cette pédagogie néerlandaise qui m'a tant aidée et où je vois les différentes façons de faire effectivement culturelles,
on ne dira jamais « ta fille n'est pas gentille ». On donnera d'abord le contexte. C'est très important de commencer la phrase en disant « quand je vois les deux amis jouer ensemble, j'ai eu parfois l'impression que l'une avait le dessus sur l'autre ». Puis on y va lentement. Oui. Et laquelle des deux? Est-ce que son ami n'était pas gentil avec ma fille? Oui. Et là on dit, bah, tu verras, tu leur demanderas. Peut-être que j'ai été un petit peu trop... mais il y a aussi des tas de moments où ça s'est très bien passé. Mais y aller par étapes et aussi convoquer les enfants eux-mêmes. C'est-à-dire ne pas dire... eh bien, j'ai trouvé que ta fille n'était pas gentille. Mais demander à la fille qui passe... la rendre acteur, actrice, c'est très important. Lui dire, et toi, comment tu as trouvé ces vacances avec nous? Et donc, là, on permet à la mère d'avoir une vision plus large. Effectivement, ça n'est pas entendu comme un jugement. Il faut justement aller puiser dans toutes les ressources pour étaler les problèmes, les déployer, pour les assainir, si je puis dire, assainir la relation. Ça pose aussi... ce cas d'école, la question du rapport à ses propres enfants et la vie des parents d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, les femmes travaillent, tout le monde est sous une pression sociale colossale, il faut être hyper opérationnel dans son boulot, hyper efficace, hyper organisé, où on se fixe des objectifs pour nos propres enfants, parfois démesurés, donc on est déçu s'ils ne les atteignent pas, et on se déçoit soi-même parce qu'on n'a pas réussi à les faire parvenir là où on voulait les amener. Donc il faut peut-être dire aux grands-parents d'aujourd'hui qu'ils ont cette responsabilité double d'enseigner. Moi je ne dirais pas responsabilité double parce que là vous en mettez. C'est encore plus difficile. On en trouvera peut-être d'autres encore. Ce privilège, ce bénéfice, cette liberté en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est l'enfant qui par son existence propre rend le parent adulte. Je ne veux pas dire que les adultes qui n'ont pas d'enfants ne le sont pas. Mais il est vrai que la présence de l'enfant fait que le parent accouche de lui-même en même temps qu'il accouche de l'enfant. Bon, et ça prend du temps. Et d'autant que le métier, ou en tout cas le talent de l'enfant, c'est de montrer la faille. Et il ne le montre pas pour nous mettre en fragilité, il le montre pour nous révéler à nous-mêmes en tant que parents. Et pour nous faire grandir, effectivement, nous avons à renaître une deuxième fois, et ça c'est écrit dans l'Évangile. Les enfants sont spécialistes de vous faire renaître une deuxième fois. Du coup, effectivement, c'est difficile pour les parents d'être sur tous les fronts à la fois, que ce soit le boulot et la parentalité, d'où que, il me semble, les grands-parents ne sont là que pour, avec ce recul, voir cet humour, ne pas commencer par le négatif, par exemple, et dire... mais j'ai été tellement heureuse d'être avec eux. Et même si vous pensez intérieurement, et ça ne s'est pas toujours passé. Pour finir sur la question des parents, et on parlera de cette approche super positive, des occasions passées avec les petits-enfants. Les grands-parents, on l'a dit, qui ont cette moyenne française, 22 jours passés avec leurs petits-enfants, ont aujourd'hui peut-être cette opportunité d'aider les parents à parvenir à cet objectif qu'on se fixe lors des préparations au mariage. Essayez, vous qui demeurez un couple avant d'être des parents, de passer une soirée tous les deux, tout seuls par semaine, un week-end par mois, une semaine par an. Peut-être que les grands-parents, dans ce monde un peu éclaté, ils ont peut-être ce devoir, cette responsabilité d'aider les parents à demeurer le plus longtemps possible un couple harmonieux, épanoui, en exfiltrant de temps en temps les... Non, Eliane, qu'est-ce que vous en dites? Complètement. Ça, moi, je trouve que c'est effectivement absolument essentiel. Un couple doit rester d'abord un couple, et il sera bon parent s'il est bon couple. Voilà. Et je pense que c'est encore mieux, effectivement, d'avoir les petits-enfants sans les parents eux-mêmes. Donc, exfiltrer, le mot me convient tout à fait, parce qu'on n'a pas les mêmes relations avec ces petits-enfants lorsque les parents sont là ou lorsqu'ils ne sont pas là. C'est pas le même contrôle. C'est pas le même contrôle. Et puis, je pense qu'il y a plus de liberté dans les deux sens, entre les petits-enfants et les grands-parents. Et puis, il n'y a pas ce conflit de loyauté qui pourrait apparaître si les parents étaient là aussi. Oui, tout à fait. Parce que si les parents sont là, il me semble normal que les grands-parents se mettent un petit peu en réserve. Bah, bien sûr. Voilà. N'étant pas les éducateurs premiers. Ils ne le sont qu'en deuxième rideau. Ok, deuxième rideau, parfait. Qu'est-ce que vous en dites?
En deuxième rideau, parce que le contact est si différent, la relation n'est pas la même. Et justement, puisqu'on a le temps et puisqu'on a l'écoute, c'est tout ce déploiement de non pas se taire, mais accompagner. Et accompagner autant dans les difficultés que dans les joies, que dans les complicités, que dans l'enseignement, que dans la transmission, toutes ces choses. Un parent va là où le feu brûle le plus. Un grand-parent a le temps. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'humour. Je pense que c'est très important que les grands-parents passent par là avec leurs petits-enfants. D'accord. Il me semble que la petite blague, oui. de rien du tout, à 2 balles, comme disent nos enfants aujourd'hui, ça peut, non pas sauver, mais ça peut favoriser la bonne relation, le dialogue entre nos générations. Alors justement, le grand-parent, le portrait robot, le grand-parent idéal, j'allais dire, est-ce que c'est le vieux sage au sommet de sa colline, le sage chinois avec son expérience, le patriarche ou matriarche, comme vous voudrez, ou c'est le meilleur copain, la meilleure copine, celle avec laquelle la barrière justement qu'il peut y avoir avec les parents, envers lesquels on rend un peu des comptes pour les devoirs, les trucs qui nous pourchassent toute la journée pour qu'on range nos affaires qui traînent, etc. Est-ce que c'est l'un, c'est l'autre, c'est un peu des deux, Agnès? Moi, je crois qu'il n'y a pas de modèle à avoir, il faut être soi, c'est tout. Vous parliez de l'humour, mais tout le monde n'a pas d'humour, et ça ne s'invente pas. Il ne faut pas se forcer, sinon ça tombe à plat. Et voilà, tandis que vraiment, justement, ne pas, comme quand on était parent, devoir cocher toutes les cases, et enfin s'autoriser à être soi-même, c'est formidable. Enfin, on a le droit. Et donc, cette histoire de devoir, non, je pense qu'il faut s'extirper du devoir. Le devoir rend triste, le devoir devient une habitude. Demandons-nous, en tant que grands-parents, si on a envie de voir nos petits-enfants. Et disons-le, franchement, cette semaine, j'ai pas le temps. Et il y a d'autres façons de faire garder les petits-enfants. Ça peut être une voisine, une amie, ou quelqu'un qu'on paye pour faire ça. Je pense que c'est important de garder cette joie et peut-être plus que d'être soit l'ami, soit le sage, de faire en sorte que chaque relation avec chaque petit enfant est unique, personnelle, particulière. Vous allez établir avec chacun la relation de cet enfant, ce contexte culturel. Vous disiez que certains voyagent et d'autres pas. Ça, c'est très très important. Et pour ça, effectivement, il faut être en mesure de se demander quel est le caractère de l'enfant et non pas ce que je projette sur lui et sur ce que j'aimerais qu'il devienne, mais ce qu'il me dit de lui-même et comment ça fait écho à moi. C'est comme l'histoire des prénoms. Le petit enfant idéal, ça c'est une tentation que peuvent avoir les parents bien sûr, on en parlait, les grands-parents aussi. Il y a une question d'estime de soi aussi pour l'enfant, que dans le regard de ses grands-parents, il sent tout de suite si ça tique. Si dans ces justement en tout cas, il n'y a pas meilleur système d'alarme qu'un enfant pour dire « toi, tu me gardes par devoir ». Ça marche très bien. Entre le sage et le copain, je pense qu'il y a un juste milieu. Mais on se fait peut-être un peu des idées sur ce qu'était le grand-père il y a 100 ans. On imagine quelqu'un de très solennel, quelqu'un de grave et distant. Je pense qu'il y avait des grands-pères et des grands-mères comme ça. Mais regardez Victor Hugo, quand il évoque ses relations avec ses petits-enfants, il parle du patriarche, justement, mais qui ajuste son pas à celui des petits-enfants quand il les promène dans la rue. Regardez Pagnol, qui parle de son grand-père. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il parle d'un grand-père dont la sévérité l'autorité était incontestée. Mais ce grand-père-là, il se laissait tresser les cheveux par ses petits-enfants. C'est mignon. Hein. Donc, je pense que c'est entre l'intermédiaire, entre le sage, très respecté, et puis le copain. Eliane. Alors moi, je dirais qu'en fait, il ne faut quand même pas oublier une chose. Entre le sage et le copain, il y a un juste milieu à trouver qui ne sera pas le même avec chacun des ménages. Parce que vous allez avoir des demandes des mamans et des papas qui n'est pas la même chose. Voilà. Et donc, il faut s'ajuster en tant que grands-parents au style de chaque ménage et aux demandes de chacun. Ce n'est pas que nous avec nos petits-enfants, parce que nous, avec nos petits-enfants, je suis totalement d'accord avec votre vision, mais quand on commence à en avoir plusieurs, il faut accepter que les parents vous les prêtent chacun son tour.
Parce que c'est compliqué, quand ils sont une bande, bah, ils vont jouer entre eux, hein, et ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Donc voilà, donc en fait, pour pouvoir arriver à bien les connaître, à avoir une vision un peu particulière de chacun, eh bien, il faut les avoir un peu individuellement et avoir le temps pour chacun. Hein. Donc il faut vivre aussi dans la réalité de ce qui se passe. Hein. Il faut aussi écouter ce que attendent nos ménages. Parce que chacun n'attend pas la même chose. Et donc, il faut à la fois être soi, mais il faut aussi être à l'écoute de chaque style de parent. Tout en ayant aussi, j'allais dire, son style propre, sa marque de fabrique en quelque sorte. Si on aime faire la cuisine, c'est les enfants qui embrayent. Tout à fait. Bien souvent, les petits-enfants sont très heureux de dire « Ah, bah, on va faire les tartes, ou le Scrabble, ou des cabanes dans le jardin, ou le jardinage, ou la peinture. » Ça, c'est parce qu'on aura son talent personnel, son hobby, son truc sur lequel les enfants embrayent, tout en ayant à cœur de s'intéresser, c'est ce que vous disiez, d'aller chercher chez le petit enfant, même discret, c'est quoi son truc à lui, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de ce monde où maintenant chaque enfant se cache derrière son téléphone portable et ses jeux vidéo. On peut lui dire « Non mais écoute, ça fait 1 heure que tu es arrivé et je ne vois que ton portable ». Ça ne va faire que renforcer la douleur d'être obligé de... On peut lui dire « Ah mais dis donc, tu as l'air bien occupé avec ce portable. Et si je pouvais m'asseoir à côté de toi, tu me montres ton jeu ?» Et finalement, là, il y a quelque chose qui fait qu'on se déplace vers lui. Si on veut qu'il se déplace vers nous, ce qui est légitime et fécond, et ce qui va avoir lieu, il faut commencer par aller vers lui, et non pas par devoir, mais par goût, par désir. Faire preuve de curiosité. En fait, c'est le b.a.-ba de la relation, quand on a envie. Et vous disiez privilégier que les parents se retrouvent de temps en temps au restaurant, tout seul. C'est ça, essayer d'avoir une relation à un moment donné. Ils peuvent être une bande dans le jardin, mais dès saisir l'occasionnel, dès qu'il y en a un qui est quelque part dans un coin à jouer à son téléphone portable, on lui dit « Tiens, je vais jouer avec toi ». Et accepter la réciprocité, parce que si votre petit-fils vous met en boîte parce que vous êtes constamment avec votre smartphone, il faut l'accepter, et ça arrive. Ça arrive. Ça veut dire qu'il a compris le message. Hein. Tout à fait, tout à fait. Les enfants le font pareil, hein. Très cruel. Parce que je vois déjà les grands-parents qui vont dire « il faut que je m'inscrive sur Snapchat ou que j'apprenne, que j'achète une PlayStation pour comprendre comment ça marche ». Peut-être pas forcément, non. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Non, mais montre-moi. L'enfant qui fait du jardinage avec vous ne va pas s'acheter un râteau et une pelle en rentrant chez lui. Allez savoir. Donc, montre-moi comment tu t'y prends. Et en fait, on n'a pas besoin d'être au courant. On a besoin de demander à l'enfant de nous faire rentrer dans le labyrinthe de son monde intérieur. C'est ça. Et à ce moment-là, en le parcourant avec lui, on repère ce qui fait écho et résonance avec l'endroit où on se sent soit à l'aise, et on tricote les deux ensemble. Je suis d'accord avec vous, Agnès. Je pense aux réseaux sociaux. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire comme les jeunes. Je me souviens quand j'ai voulu m'inscrire à Facebook, là, il y a quelques années, l'un de mes fils, Benjamin, nous avait dit « Oh non, papa, tu ne vas pas faire ça ». Il voulait réserver Facebook pour lui. Bien sûr, il ne voyait pas du tout à partager les mêmes pages qu'avec moi. Mais en revanche, montrer de la curiosité, montrer de l'intérêt avec ce qui passionne les petits-enfants, oui. Alors, parler d'un chanteur, les entendre fredonner une chanson, on leur dit « Est-ce que tu peux me montrer ta vidéo ? Est-ce que sur YouTube, tu peux me montrer quel est ce chanteur que je ne connais pas ?» Et ils sont ravis de le faire. Oui. On n'a pas parlé d'un point important, c'est les crises. Lorsque les grands-parents peuvent être aussi l'oreille attentive ou le bureau des pleurs, si je puis dire, ou en tout cas là où l'enfant se sentira capable ou accueilli dans une détresse, un problème scolaire, même un malaise avec ses propres parents. Difficile non plus de se mettre en porte-à-faux avec ses enfants. Quand on est le récipiendaire de ses secrets, comment on gère ça, Eliane ? Moi, je trouve qu'il faut beaucoup de discrétion. Oui. Là aussi, c'est pareil, c'est l'écoute. L'enfant vient vous confier
quelque chose qui est compliqué pour lui, mettons avec ses parents, vous devez d'avoir ce secret. Sinon, il ne reviendra plus. C'est ça. Donc voilà, vous êtes le réceptacle de ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Après, à vous de voir si ça peut si vous pouvez le dire d'une manière ou d'une autre ou en reparler avec les parents par exemple, mais pas obligatoirement. Voilà, vous êtes là juste pour écouter. Et jouer l'apaisement. Et jouer l'apaisement, très important. Éviter de mettre de l'huile sur le feu, parce que c'est facile finalement d'aller trop dans le sens où, jouer l'apaisement, mais montrer qu'on a entendu. Ne pas balayer ce témoignage comme une exagération. Et peut-être témoigner des propres soucis qu'on a pu avoir avec ses parents. Voilà, exactement. Ou avec ses enfants. Ça, c'est plus important que de témoigner des propres soucis qu'on a avec nos propres enfants. Parce que les propres enfants sont les propres. Non, mais des soucis qu'on a pu avoir avec les enfants il y a 20 ans, par exemple. Tu sais, ton papa, il y a 20 ans... Moi, je pense que rendre l'enfant acteur de sa difficulté, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a, que ce soit pour la transmission de la foi ou la vie courante, on a tendance à donner des réponses. Ah, mais tu as cette difficulté, je vois la solution, je te l'offre. Et du coup, on le désengage de l'inspiration qui doit venir de lui. Donc, quand il a cette difficulté et qu'on lui témoigne qu'on l'a écouté, ensuite, on peut lui dire, eh bien maintenant, à ton avis, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses faire? Et lui montrer par rapport à ça qu'on lui fait confiance et qu'on n'a pas peur pour lui, parce que, justement, on a dans le passé tant d'exemples qui montrent que ce genre de choses se résolvent en temps, mais on lui dit « je t'écoute et je te fais confiance ». Et alors maintenant, à ton avis, tu vas faire quoi? Tu vas t'y prendre comment? Tu vas commencer par quoi? Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un d'autre qu'à moi? Est-ce que tu l'as dit à l'un de tes amis, par exemple? Lui montrer qu'il peut sortir de son isolement, ça restera un secret, mais il peut le confier à d'autres. Je te remercie de m'avoir fait confiance. On garde ça entre nous, mais tu peux ne pas rester seul avec ce problème. Bien sûr. Et vraiment lui dire, bon, je suis là. Et tu peux revenir. Tu peux revenir, mais j'ai confiance en toi et j'ai confiance dans cette situation délicate. En fait, vas-y. Et du coup, c'est l'occasion pour lui de respirer un grand coup et de finalement dire, oui, parce que j'ai pensé que je pourrais peut-être... Et bien voilà, ça, c'est une très bonne idée. Bon, on va le retenir. Excellent. Sortir de la crise en prêtant une oreille attentive, en l'aidant à trouver des solutions par lui-même, en disant reviens m'en parler, je suis disponible, etc. Et ça restera entre nous. Il y a aussi l'idée peut-être de le pousser de l'avant. On a quand même bien le droit de donner des petits conseils, non? Ou de transmettre ce que l'on sait. La transmission est souvent vue comme un cadeau qu'on aimerait tellement donner à nos enfants et petits-enfants et qui n'est pas ouvert. Et donc, ça induit une énorme tristesse et le sentiment de l'échec. Saint François d'Assise disait, alors on aborde le sujet de la foi, prêcher l'évangile, s'il faut, avec des mots. Je pense que par notre présence, par notre être et non pas notre transmettre, on transmet. On transmet en respirant, on transmet en chantant. Et c'est beaucoup plus important que d'être obnubilé par j'ai cet enfant 15 jours, il faudrait quand même qu'il sache à la fin des vacances que, que Jésus existe, par exemple. Non, c'est pas comme ça que ça... On va parler de la foi après. À propos de transmettre, le mot transmission est important, mais j'aime bien aussi le mot échange et partage, parce que avec nos enfants, on est appelé à vivre longtemps. Avec nos petits-enfants, on est appelé à vivre longtemps. On va vivre pendant 25 ans, à peu près d'espérance de vie. Quand nos petits-enfants naissent, qu'on a 56 ans, on va peut-être aller jusqu'à, je l'espère, 80, j'espère. Et donc, on ne peut pas se contenter de leur donner ou leur transmettre quelque chose pendant 25 ans. On va recevoir d'eux. Il va y avoir vraiment un aller-retour. Et c'est important que nous aussi, nous soyons disponibles pour recevoir ce qu'ils ont à nous transmettre. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'en fait c'est un véritable échange. Et moi en tant qu'enseignante pendant des années, je me suis toujours dit qu'ils avaient tellement à nous apporter et qu'on a toujours ce regard de les sachants, ceux qui savent, les justes et autres, alors que
eux ont tellement à nous apprendre, et spécialement dans la transmission de la foi. Là, effectivement, la foi, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est quelque chose qui... Les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Donc, en fait, il faut être vraiment dans cette démarche de se dire que chacun apporte à l'autre. Il n'y a pas que leur univers culturel si particulier que des grands-parents vont découvrir comme ça, un peu comme une claque. Ah, mais ils nous apprennent, mais justement. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais il y a plein d'autres choses. En particulier, ils cultivent la compassion, je trouve, oui. De façon presque spontanée. Alors, pas tous, mais un certain nombre, on sent qu'ils ont une sensibilité particulière. Je pense que c'est bien d'être aussi très attentif à ça et d'en prendre pour soi aussi. Hein. Bon, puis c'est dans l'Évangile, avoir l'esprit d'enfance, de toute façon. On y revient. Regardez, vous passez devant un mendiant dans la rue, ou un SDF. Il va ralentir le pas, votre petit-fils auquel vous donnez la main. Il va se retourner, il va vous demander Ils sont moins endurcis, ça, pourquoi on ne donne rien, pourquoi la personne est là. Très, très sensible à la justice. Tout à fait. C'est vrai. Transmission de la foi, on va en dire un mot tout de suite. Eliane de Fougeroux, aux AFC, si vous en parlez, bien sûr. Quelle est un peu la méthode? Bien faire pour pas braquer, bien faire pour éveiller une forme de curiosité, et puis pour favoriser ce dialogue de cœur à cœur entre Jésus, entre le Seigneur et le petit enfant. Au sein des AFC, nous, quand on se retrouve entre nous, d'abord on prie les uns pour les autres. On prie les uns pour les autres, on se confie énormément entre nous. Voilà, donc ça c'est vraiment un groupe de soutien, de réflexion et à la fois un groupe de prière vraiment partagé. Voilà. Bon, alors, en ce qui concerne la transmission de la foi, moi je suis totalement persuadée, mais on est toutes dans ce domaine-là assez d'accord, c'est que la transmission de la foi, elle se fait d'abord par le cœur, avant de se faire dans le contenu. D'accord. Hein, voilà. Donc la transmission de la foi, on ne naît pas, catholique chrétien, on le devient. Sainte Bernadette le disait bien, je suis chargée de vous le dire, mais je ne suis pas chargée de vous le faire croire. D'abord, il faut commencer par le cœur. Et le cœur, c'est sur les genoux de papa, maman, et c'est sur les genoux du grand-père et de la grand-mère que se vit ce cœur à cœur avec notre papa du ciel et notre maman du ciel. Si on a déjà une vie chrétienne accomplie, assumée, joyeuse, pleine d'espérance, il y a des chances pour que ça rayonne un peu, non? Ça ne suffit pas. Moi, j'en suis totalement convaincue. Donc, en fait, un enfant tout petit bébé, si vous avez véritablement ce cœur à cœur avec Jésus et avec Marie, je pense que cet enfant va le sentir. Ça va être le quotidien, un Christ qu'on va aller chercher pour le petit qui a 1 an, et on va lui dire, va chercher Jésus pour faire la prière. Bon, c'est lui l'acteur. Lui, ça va être à ce niveau-là. Les autres, ça va être un petit peu plus réfléchi, voilà. Mais ça démarre par des choses très concrètes et qui est, j'embrasse Jésus avant de me coucher. Et les méthodes Noël le Duc voilà, sont des éléments qui peuvent nous aider en tant que parents et grands-parents à faire passer le contenu, qui va être réel après, mais le contenu ne suffit pas non plus. Parce que moi, j'ai tellement vu de catéchisme qui se faisait dans les écoles où, mais ces pauvres enfants, si vous voulez, c'était rasoir au possible pour eux, quoi. On va au cours de caté, mais moi, j'en ai rien à faire du cours de caté. Ça ne m'apporte rien du tout. Bon, alors pourquoi ça ne nous apporte rien? C'est qu'il y a quelque chose qui manque, quoi. Et moi, je suis la première à être persuadée depuis toujours que le contenu est essentiel, mais totalement insuffisant. Voilà. Et que le contenu ne peut se faire qu'à travers des choses qui se font. Alors, pour les ados, ça va être leur proposer des choses concrètes. Aller dans les maisons de retraite, s'occuper de personnes âgées. Aller dans la rue, s'occuper des maraudes. Là, vous allez les faire sortir et là, ils vont vouloir comprendre pourquoi ils croient. Parce qu'ils voient à quoi ça correspond. Voilà. Et puis après, il y a la 3e phase de la chose, c'est le témoignage. On ne peut rien faire passer sans témoin. Et si on ne vit pas de sa foi, on ne peut rien témoigner. On peut aller tous les dimanches à la messe. Si on dit l'inverse de ce que l'on vit
en critiquant l'Église, en critiquant son prochain, en allant, déverser tout ce qu'on veut déverser. C'est le contre-témoignage. Comment voulez-vous que des enfants, des tout petits le comprendront très bien, et des ados, alors là, ça ne passe plus du tout. Voilà. Yves? Moi, je mettrais le témoignage peut-être en numéro 1. Oui, peut-être. Tout dépend des familles. Mais je vois le cas chez nous, où nous avons des enfants qui, aujourd'hui, ont abandonné la pratique. D'autres enfants, ou moi, dans un couple, par exemple, où mes petits-enfants sont musulmans. D'autres qui sont indifférents. Et donc, le témoignage personnel va être plus important que l'enseignement, proprement dit. Mais il ne s'agit pas de vivre notre foi de façon clandestine. Il ne s'agit pas de retirer les crucifix à la maison. Nous continuons à vivre normalement chez nous. Je continue à signer le pain avant de couper mon pain. Nous avons nos crucifix. Et je trouve ça d'ailleurs assez beau quand nous allons chez tel ou tel couple un week-end. Nous souhaitons aller à la messe. Naturellement, nous irons tout seuls. Mais je vois notre bru et notre fils regarde sur Internet quels sont les horaires de messe dans la paroisse la plus proche. Voilà, c'est même plus que respecté. C'est favorisé, quoi. Favorisé, voilà. Nous, on n'ira pas, mais on a regardé, vous avez une messe à 11h à tel endroit. Et puis, ce que je trouve formidable aussi, fête de fin d'année, à Noël, et sans qu'on ait besoin, on n'insiste pas, on ne propose même pas. C'est une tradition que je trouve belle aussi. Nos enfants, petits-enfants, nous accompagnent à la messe de Noël. Y compris ceux qui se disent incroyants, y compris la maman qui est musulmane. Tout le monde, on arrive à 20 ou 22 dans l'église, et crois-moi, quand on déboule, c'est impressionnant. Mais pour eux, c'est naturel de nous accompagner. Voilà. Il ne s'agit pas de cacher. L'un de nos petits-enfants, justement, qui est musulman, un jour m'a dit, mais Dadou, puisque c'est comme ça qu'il m'appelle, Dadou, on ne te voit jamais prier. Et ça interroge, n'est-ce pas? Puis qu'on n'était pas obligé de prier publiquement, et puis il le sait bien, parce qu'il voit sa maman prier seule dans sa chambre parfois. Mais ça veut dire que nos petits-enfants attendent de nous aussi une certaine franchise et une certaine sincérité. Oui, de s'assumer. Authenticité. C'est ce que vous dites tous les deux. Le dire et l'agir doit être très, très... cohérent. Très cohérent. Je voudrais rebondir sur cette propension qu'ont vos enfants à aller chercher les heures de la messe pour aller dans votre sens. Les rituels sont très importants. Donc, comment dire notre foi si ceux à qui on parle ne la comprennent pas ou ne la vivent pas? Répéter un rituel, inclure l'enfant dans ce rituel, allumer une bougie par exemple quand c'est l'heure de la prière, lui montrer que nous on va prier, parce qu'on prie tous les jours. On peut le faire dans le silence de notre chambre, mais on peut aussi lui dire, tu sais, je laisse la porte ouverte si tu veux venir, c'est l'heure à laquelle je prie, tu es le bienvenu. Et toutes ces choses font sens, parce que c'est ça les repères, c'est ça le cadre. Et puis dans cette forme de rituel, il peut y avoir qu'on fait très attention à aménager des surprises. Donc on ne tombe pas dans l'habitude. On est dans... Ah, tu croyais que je faisais ça? Eh ben oui, mais je le fais différemment, figure-toi. Et cette chose-là, c'est une musique qui s'accorde avec chaque enfant d'une façon vraiment pertinente et ajustée. On a parlé de la franchise, de l'authenticité, voilà, savoir être soi-même, l'assumer pleinement et de demeurer toujours dans cette écoute sans porter de jugement. Je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle on pourrait insister, c'est ça, c'est que rien ne fait plus mal à l'estime de soi qu'un enfant qui entendra que un adulte, un aîné, porte une forme de jugement. C'est non seulement ça va le refermer comme une huître, mais en plus, pour lui, les conséquences peuvent être assez lourdes. Par rapport à ça, il y a quelque chose de très important quand on a une bande ou plusieurs petits-enfants, je pense, c'est de ne pas faire de comparaison de l'un à l'autre. Oui. Ça, c'est mortel. Si devant eux et devant les parents. Surtout. Je voulais aussi revenir sur ce que disait Eliane par rapport à contenu, donner vraiment le cœur de notre foi, avoir envie de le transmettre. Je pense que ce qui ne va plus dans les cours de catéchisme, c'est justement qu'on commence par la parole de Dieu. Et après, on fait le lien avec la vie. Mais la parole de Dieu n'étant plus entendable de la même manière qu'autrefois, parce que
Autrefois, c'était facile. Partout où on allait, elle était déclinée. Maintenant, quand on l'entend, c'est soit au catéchisme, soit chez grand-mère, mais c'est plus dans la vie de tous les jours. Jésus ne commence pas par la parole de Dieu. Exactement. Il commence par la question « De quoi parliez-vous en marchant ? Et que veux-tu que je fasse pour toi ? Et pour vous, qui suis-je » Et c'est ça la tâche verbale, le lien très pratique et très pédagogique que Jésus nous apprend. C'est de demander à un enfant « Et toi ? Comment tu fais dans telle circonstance ? Et quelles questions tu te poses ?» Et surtout pas, du coup, si l'enfant a une question à poser, lui donner notre passeport avec la réponse est écrite dans la parole de Dieu, parce que ça, c'est le moment où il va dire « Ça m'intéresse pas ta réponse ». En revanche, lui demander pourquoi il se pose cette question, comment il y répond lui-même, et lui demander de creuser la question avec lui, en acceptant de nous déplacer vers le lieu où il est, et lui, cette question s'ancre totalement différemment, même si elle est universellement partagée, ça va nous engager sur un chemin parfois étonnant aussi, c'est-à-dire qu'on va non seulement nous déplacer, mais lui dire « Ah, mais j'avais jamais réfléchi à ça de cette façon, merci mais je vais me renseigner du coup, et on en reparlera. » Et là, il se passe quelque chose qui n'est pas... On parlait de la réciprocité, c'est très important. Je pense que c'est fondamental. C'est l'un je vous parlais des chapitres de « Je t'écoute », réciprocité, recevoir, tout ça, c'est notre ADN d'accoucheur de l'enfant et de la foi. Ce qui me fait rebondir, c'est le fait de se dire que, effectivement, nous sommes juste dans la réciprocité. L'enfant nous apporte autant que nous pouvons lui apporter. Et tout petit. Et tout petit. Moi, j'ai été absolument ahurie. Quand on voit, par exemple, chez les tout petits ou chez les ados, chez les tout petits, quand vous voyez des enfants prier en silence, vous êtes absolument ahuri de voir un enfant de 1 an et demi rester pendant un quart d'heure, 20 minutes, dans un silence le plus total. En temps de prière, il est tout à fait capable. Vous lui proposez, il sera dans une intériorité. Et quand vous voyez des ados à qui on propose des retraites en silence pendant 1 semaine, ils ne demandent que ça et vous n'entendrez jamais une mouche. Et si vous leur proposez, ils seront archi partants. Pourquoi on ne fait pas ça? Voilà. Donc moi je me dis, pourquoi on n'a pas compris ça? Pourquoi on a peur? On croit toujours qu'ils ne vont pas être capables, ou on est complètement à côté de la plaque. Eh bien non. Commençons par ça. Et leur faire confiance. Je crois que c'est Monseigneur Claverie ou Monseigneur Duval qui dit il n'y a de dialogue qu'entre égaux. On ne peut pas dialoguer si on se sent soit sachant, soit beaucoup plus ancré dans la foi. C'est-à-dire que l'enfant à qui on parle et qui n'est pas croyant ou qui refuse de l'être ne sait pas à quel point ce qu'il cherche ressemble à ce que nous cherchons. C'est à nous de lui dire, mais à condition de ne pas nous sentir démesurément plus haut que lui, et ou le définir en tant que démesurément démuni par rapport à ce qu'il faudrait qu'il sache pour être outillé dans l'existence. Et c'est là où Jésus nous apprend à de quoi parliez-vous en marchant? Eh bien, ils sont vraiment en situation déplorable parce que tout leur rêve, c'est casser la figure. Les pèlerins d'Emmaüs. Ouais. C'est ça. Et Jésus ne dit pas, je vais vous expliquer. Jésus vraiment les emmène jusqu'à l'auberge en faisant signe de même pas rentrer. Et il ne dit pas, il ne répond pas, il ne donne pas la réponse. Il ne dit pas, mais regardez, je suis là, j'ai votre solution. Non, il les laisse trouver par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment un mystère. Vous parliez de cet enfant qui, à 1 an, a la capacité de rentrer en prière. Moi, j'ai compris ça avec mes propres enfants. On priait tous les soirs, donc 2 jumeaux qui avaient 5 ans et leur petite sœur qui en avait un peu plus, qui était dans son berceau. On allume la bougie, etc. Et un soir, l'un des enfants dit « Mais pourquoi on ne demande pas à Lucie de prier avec nous ?» Et je me suis dit « Mais il a absolument raison, c'est incroyable. » Et donc je me tourne vers Lucie et je lui dis « Mais Lucie, tu veux prier avec nous ?»
Et là, absolument stupéfaite, mais les deux, on était tous complètement ébahis. Lucie s'est relevée dans son berceau et elle a dit « Oui, moi aussi, merci Dieu ». Oui, voilà. C'est-à-dire que je pense faire confiance et ne jamais reculer devant notre joie à espérer le meilleur et à nous laisser surprendre. Il faut que je vous laisse le dernier mot, Yves, parce que l'heure tourne. Je dirais que faire confiance et ne jamais désespérer, même lorsqu'on a des petits-enfants qui ne croient pas, ou dont on pense qu'ils ne croient pas. Si on n'a pas l'espérance, vraiment, on n'est pas vraiment des chrétiens. Et j'en veux pour preuve, là, l'une de nos petites filles, qui n'était pas baptisée, a demandé à être baptisée alors qu'elle avait 9 ans. Et elle est venue se tourner vers ses grands-parents, presque naturellement, parce qu'elle savait à qui elle s'adressait. Et puis, quelques années encore plus tard, elle a souhaité être confirmée. Les parents l'ont laissé faire, et même en disant allez, occupez-vous un petit peu d'elle sur ce plan-là. Et donc, ça veut dire que, oui, qu'il ne faut jamais désespérer. On ne sait pas ce qui va se passer, il faut faire confiance, Dieu est là. Et puis, il y a enfin les valeurs qu'on peut partager sans être chrétiens ensemble. Bien sûr. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Eliane de Fougeroux. Le site internet, c'est sur afc.com. Voilà, qu'on aura tous les détails sur les chantiers éducation grand-mère. Yves Durand, votre livre, Grand-père débutant, First Edition. Et Agnès Charlemagne, merci. Tous ces beaux livres dont on recommande la lecture. Le dernier, je mets le dernier en premier, voilà. Mais de toute façon, on mettra... Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà, Je t'écoute. Et on mettra les liens sur la page de Family Phone. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro qui sera consacré aux couples en crise. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne Family Phone pour retrouver tous les autres rendez-vous comme à la maison. Et vous recevrez évidemment en vous abonnant les alertes pour ne manquer aucun des futurs numéros. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci.